92 300 000 passagers en 2023. L'aéroport international de Dubaï brandissait ce chiffre comme un trophée absolu, le symbole de sa domination mondiale. Pourtant, mes investigations révèlent que 3 des plus grands transporteurs de la planète se désengagent discrètement de ce carrefour qu'ils considéraient autrefois comme leur plus précieux joyau. Ce n'est pas une simple crise de turbulence passagère ou un conflit géopolitique ordinaire. C'est le récit d'une ville qui a bâti toute son existence sur le transit de masse, au moment même où les flux décident de bifurquer. Quand les géants du ciel recalculent leur avenir, le modèle même vacille. La véritable question n'est plus de savoir si la pression existe, mais jusqu'où elle s'est infiltrée et quelles fissures elle a déjà provoquées dans les fondations du système. Ensemble, nous allons disséquer cette transformation à travers 3 grilles de lecture indispensables. D'abord, le niveau opérationnel, là où les données brutes contredisent les communiqués officiels. Ensuite, le niveau structurel, qui met en lumière une faille originelle dans l'hégémonie de Dubaï. Enfin, le niveau systémique, où un simple choix commercial révèle le destin de cette civilisation du transit. Les experts du secteur le savent déjà, l'engrenage est en marche. Tout commence avec les données clés de 2019. Avant que la crise sanitaire mondiale ne vienne bouleverser l'industrie, British Airways exploitait la liaison vers Dubaï comme une ligne historique hautement rentable. Ce corridor stratégique reliant Londres Heathrow à Dubaï figurait parmi les plus denses de la planète, une arène où British Airways et Emirates se livraient une guerre sans merci pour capter la clientèle d'affaires à haute contribution. La ligne existe toujours, tout comme la rivalité. Mais ce qui a radicalement changé, ce sont les calculs en coulisses. Le groupe propriétaire de la compagnie britannique a méthodiquement restructuré ses capacités vers le Golfe, réorientant ses avions vers des destinations où les géants locaux ne disposent pas d'avantages financiers impossibles à concurrencer. Le coût par siège-kilomètre offert par Emirates en 2022 était l'un des plus bas de toute l'aviation commerciale internationale. Pourquoi ? Parce que la compagnie du Golfe bénéficie d'un écosystème ultra favorable avec une main-d'œuvre bon marché et des subventions massives sur le carburant. En face, les transporteurs européens sont étranglés par des contraintes réglementaires, syndicales et fiscales strictes. Le cas d'Air France est encore plus révélateur de cette asymétrie. Depuis des décennies, la liaison reliant Paris-Charles de Gaulle à Dubaï constituait l'un des piliers historiques de son réseau au Moyen-Orient. Pourtant, la direction française a dû se confronter à une réalité économique implacable après 2022. À la fin de 2022, la dette nette du groupe franco-néerlandais culminait à environ 6,5 milliards d'euros. Un gouffre financier qui a imposé un audit impitoyable de chaque ligne aérienne. Dubaï, où Emirates casse les prix tout en proposant un service de classe mondiale, n'offre plus les marges nécessaires pour justifier le déploiement d'appareils si coûteux. Air France ne plie pas bagage, mais gère désormais cette ligne comme un marché en déclin programmé. C'est là qu'intervient Singapore Airlines, le cas le plus alarmant de tous. Réputée pour sa discipline opérationnelle de fer, la compagnie singapourienne ne laisse rien au hasard. Pour elle, une route est un document géostratégique et non une simple habitude commerciale. En 2023, Singapore Airlines a transporté environ 35 300 000 passagers, signant un retour quasi complet à ses niveaux d'avant-crise. Pourtant, sa décision de réduire la voilure sur Dubaï va bien au-delà d'un simple calcul comptable. Pour le fleuron asiatique, le véritable enjeu est de connecter l'Asie à l'Europe via son propre joyau, l'aéroport de Changi. Dubaï n'est pas une destination finale, c'est un hub concurrent redoutable. Chaque voyageur installé à bord d'un vol vers Dubaï est perçu par Singapour comme un client potentiel offert sur un plateau à son rival. Les stratèges de la compagnie ne se demandent pas si les avions vers Dubaï sont pleins, mais à qui profite réellement ce trafic. La question cruciale est de savoir si leurs propres passagers se servent de Dubaï pour monter à bord des appareils d'Emirates plutôt que de transiter par Singapour. Face à cette cannibalisation flagrante, la seule décision rationnelle consiste à couper les fréquences. Posez-vous cette question fondamentale. Si 3 des plus grands monuments de l'aviation mondiale réduisent de concert leur dépendance envers le plus grand aéroport de la planète, qu'est-ce que cela augure pour l'avenir de Dubaï ? Dites-le moi en commentaire. Les dirigeants de ces compagnies lisent des courbes de réservation prédictives auxquelles vous et moi n'aurons jamais accès. Leurs arbitrages industriels sont l'indicateur le plus fiable et le plus honnête du marché. Prenons maintenant un peu de recul pour examiner la structure même de l'aéroport.
Certes, en 2023, l'aéroport international de Dubaï a brassé un volume inégalé de voyageurs internationaux, c'est un fait indiscutable. Mais ce chiffre spectaculaire masque une réalité structurelle très inconfortable. La majorité écrasante de ces personnes ne fait que passer. Elle ne s'arrête pas à Dubaï, elle transite par Dubaï. La promesse de cette plateforme n'est pas d'être un lieu de séjour, mais une gigantesque machine à trier des flux humains à bas coût. Or, ce modèle ultra centralisé ne fonctionne que si les compagnies extérieures continuent d'alimenter la bête. Si elles ferment les vannes, le mécanisme s'enraye. Quand l'alimentation se tarit, le ralentissement de la machine n'est pas progressif, il crée des vides invisibles de l'extérieur mais dévastateurs en interne. Pour prouver que la ville était une destination finale et pas un simple couloir de correspondance, le pouvoir a lancé la célèbre île artificielle de Palm Jumeirah au début des années 2000. Le projet devait attirer 60 000 résidents permanents et s'affranchir de la dépendance au transit. Pourtant, les derniers recensements indiquent que la population réelle se situe très en deçà des objectifs initiaux. Pire encore, les taux d'occupation des complexes hôteliers situés sur les branches extérieures inquiètent sérieusement les investisseurs, qui croyaient dur comme fer à ce mirage. Si cette île artificielle reste une prouesse visuelle, elle n'a jamais généré le flux touristique aérien massif promis par les planificateurs. C'est ici que l'histoire nous livre une leçon fondamentale. Lors de l'effondrement de l'immobilier entre 2008 et 2011, les prix ont plongé de près de 50% dans certains secteurs. Pour survivre, le gouvernement a fait un pari fou. Tout miser sur l'aviation de transit, surcharger les capacités de l'aéroport et utiliser l'exposition universelle de 2020 comme un gigantesque aimant publicitaire. Ce plan d'urgence a permis d'atteindre le record de 2023, mais il n'a en rien diversifié les piliers réels de l'économie locale. Ce choix à double tranchant a renforcé la dépendance au transit au moment précis où les compagnies aériennes occidentales et asiatiques commençaient à revoir la rentabilité de leur propre réseau. La réponse à la crise de 2008 a ainsi posé les bases de la fragilité actuelle. En 2015, Emirates exploitait plus de 250 destinations, avec la plus grande flotte de gros porteurs au monde. Mais pour faire tourner ce colosse, Dubaï avait un besoin vital de partenaires extérieurs pour acheminer les voyageurs régionaux vers son hub de correspondance. British Airways, Air France ou Singapore Airlines constituaient les rouages indispensables de cette immense machine de collecte de passagers. À mesure que ces partenaires historiques se replient sur leur propre base, le système d'alimentation de Dubaï se fissure. Emirates a beau être un géant capable d'amortir le choc, pourra-t-il compenser la fuite de tous ses alliés ? Surtout quand l'aéroport de substitution, Al Maktoum International, s'apprête à accueillir 160 millions de passagers par an après son extension pharaonique. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous comprenez que notre enquête dépasse largement de simples choix de lignes commerciales. Nous venons de relier l'effondrement de 2008 à la désertion des compagnies d'apport en passant par le fiasco des prévisions de la Palme et les calculs défensifs de Singapore Airlines. Sur cette chaîne, nous avons traqué cette même logique systémique à travers les tours vides de la marina, le gel de liquidités de certains projets immobiliers vendus sur plan et les coûts d'entretien exorbitants qui rendent ces actifs invendables. Tous ces indices fragmentés, ces rapports confidentiels occultés par la propagande étatique et ces chiffres d'exploitation travestis par la communication officielle sont réunis dans un document d'investigation unique, les dossiers de Dubaï. Le lien est disponible en description. Ce qui suit maintenant sépare les observateurs lucides, qui saisissent le coût réel d'une civilisation du transit en train de se fissurer, des touristes crédules aveuglés par des statistiques de croissance truquées. La fracture que je mets en lumière ne réside pas uniquement dans les bilans comptables, elle réside dans le sable mouvant sur lequel ces statistiques reposent. Un carrefour aérien international n'est rien d'autre qu'une alliance précaire entre des entités aux intérêts fondamentalement divergents. Emirates promet la meilleure expérience au meilleur prix pour capter le voyageur de transit. De son côté, la compagnie d'apport promet un voyage fluide sur un réseau partenaire. Enfin, les autorités aéroportuaires s'engagent à fournir des infrastructures de pointe pour justifier l'escale. Chaque maillon de cette immense chaîne est à la fois l'allié et l'ennemi juré de son voisin. Une tension gérable tant que la croissance est là. Quand la croissance stagne, la tension devient négociation. Dans ce jeu, celui qui a le plus d'options gagne toujours. British Airways possède Heathrow, Air France contrôle Charles de Gaulle et Singapore Airlines a Changi. Mais pour l'aéroport international de Dubaï, tout repose sur une échelle gigantesque, un modèle totalement dépendant du bon vouloir des autres compagnies.
Graham Dunn, analyste chevronné chez Cirium, une firme majeure de données aéronautiques, a décortiqué cette vulnérabilité. Les transporteurs européens et asiatiques repensent leur réseau, menaçant directement les hubs du Golfe. Pour Dunn, il ne s'agit pas encore d'une crise absolue, mais d'une fêlure structurelle bien réelle. Cet analyste parle plutôt d'un rééquilibrage, mais derrière ce terme poli se cache une réalité brutale. En clair, cela signifie que certains aéroports vont perdre une partie de leur trafic de transit. Des lignes aériennes historiques, maintenues par simple habitude plutôt que par réelle nécessité stratégique, vont tout simplement disparaître. Le chiffre record de 92 300 000 passagers n'est donc pas un plancher solide, mais le sommet fragile d'un cycle qui touche à sa fin. Si les géants du ciel européens et asiatiques décident de contourner Dubaï en bâtissant leur propre carrefour, quelle sera la riposte du hub du Golfe ? Le chantier colossal de l'aéroport Al Maktoum est leur réponse désespérée. Construire un aéroport plus grand permet de brasser plus de monde, certes, mais sans partenariat solide, ce n'est pas un gage de puissance, c'est juste un contenant géant pour masquer une terrible fragilité. Et voici le secret que les communiqués de presse officiels passent sous silence. Le revenu moyen par passager en transit dans le Golfe est bien inférieur à celui d'un voyageur en vol direct. Le touriste qui s'arrête à Dubaï durant 3 heures avant de repartir dépense peu dans les boutiques hors taxes, ne réserve aucun hôtel et ne génère aucune activité économique locale réelle, contrairement à celui qui a choisi la ville comme destination finale. Le mirage du volume cache une rentabilité en berne. Ce chiffre global de 92 300 000 voyageurs mélange ces deux réalités. Mais la proportion change tout. Si les compagnies historiques se retirent, Dubaï ne pourra compter que sur son propre trafic local. C'est précieux, mais insuffisant pour maintenir un tel empire. Toute la stratégie de la région repose sur l'illusion que le monde choisira toujours le milieu. Le milieu de la carte, le milieu du voyage, le milieu des tarifs. Mais cette position centrale n'est pas un acquis géographique éternel. Elle exige des investissements pharaoniques permanents. Le jour où 3 compagnies décideront que nourrir le hub d'un concurrent coûte trop cher, ce centre de gravité basculera à une vitesse vertigineuse. Un couloir de correspondance désert à 4 heures du matin ne prouve rien en soi. Il y a toujours un terminal vide quelque part à cette heure-là. Mais quand les compagnies qui le remplissaient commencent à planifier des baisses de capacité radicales, bien loin de leur logique d'il y a 5 ans, ce silence devient suspect. C'est le premier symptôme visible d'un séisme silencieux que les statistiques officielles de fréquentation ne montrent pas encore. Avec des infrastructures de cette taille, les fissures apparaissent d'abord dans les décisions secrètes des conseils d'administration, avant de se voir dans les chiffres. Si notre enquête vous a captivé, abonnez-vous et activez la cloche. Mon travail de journaliste consiste précisément à scruter ces décisions de l'ombre avant qu'elles ne soient traduites en statistiques lissées dans un monde qui préfère attendre passivement les communiqués officiels. Cette contre-enquête rigoureuse mérite toute votre attention. Les révélations présentées ici s'appuient sur des rapports d'analyse stratégique, des données vérifiées et des projections géopolitiques sérieuses. Ces informations vous sont partagées à des fins documentaires et de réflexion indépendante, sans constituer de conseils financiers ou d'investissement. Les images utilisées servent uniquement à illustrer la réalité de ce dossier sensible que nous suivons de très près.